a quelqu'un qui a appelé mon attention. C'est un artiste qui aujourd'hui est devenu à peu près un homme dont la portée est non négligeable. Monsieur Valsero, qui me surprend, m'a beaucoup surpris dans sa dynamique parce que en réalité, c'est quelqu'un qui a un très grand, qui a une grandeur d'esprit. Et la grandeur d'esprit se manifeste par le fait de pouvoir reconnaître ses erreurs. Vous savez, M. Valsero a eu souvent des positions ambivalentes sur un certain nombre de sujets. Mais il est celui qui, parmi toutes ces personnalités, qui a toujours su reconnaître ses erreurs dans les mêmes formats. C'est-à-dire, s'il a fait une publication où il dit que M. Palmer a déplacé cet objet de la table, il est capable de revenir et dire non, je me suis trompé, M. Palmer ne l'a pas fait, peut-être que ça a été mal compris. Donc, il va revenir sur ses propos et éveiller les consciences. Ce qui est une preuve de grandeur. Qui est une preuve de grandeur. Donc, à ceux qui disent ah non, c'est quelqu'un qui est farfelu, non. Non, 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 il faut faire attention. C'est quelqu'un qui a une très grande, qui a une très grande, qui a un très grand esprit, qui a une faculté de se remettre en question. Et c'est ce qui fait un homme, en fait. C'est de savoir reconnaître ses erreurs et de les assumer. Du nouveau dans le monde de la mobilité à Yaoundé dès ce jeudi 20 août 2026. Découvrez Wapi, la plateforme qui simplifie vos déplacements au quotidien. Besoin d'un taxi? Commandez simplement depuis votre téléphone. Avec Wapi, profitez également des solutions adaptées à tous vos déplacements. Location de véhicules, trajets hors ville, transfert aéroport, mobilité pour les entreprises et réservation de chambres d'hôtel. Le tout de façon simple et pratique avec des fonctionnalités pensées pour votre sécurité. Pour célébrer le lancement, participez au grand jeu de parrainage Wapi et tentez de gagner de nombreux lots. Wapi, toujours à portée de clic. Oui, donc les réseaux sociaux donc qui entretiennent une espèce de flou dans la perception des horizons, mais pas que. Hein. Il y a aussi des gens qui se distinguent de manière positive sur ces réseaux. Vous me disiez tout à l'heure hors antenne. Vous pensez à qui particulièrement? Il y a des personnalités dans les réseaux sociaux qui font preuve de résilience dans un certain nombre de choses, d'activités. Je fais référence là à M. Patrice Nouma, qui depuis des années fait des dénonciations, dit des choses. Des gens le qualifient d'aigri, mais quand je vois ce qui se passe, on le qualifie d'aigri, de quelqu'un qui est frustré du fait. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'aigreur? Tous ces gens qui se mobilisent pour la libération de la parole et qui sont en réalité tous des patriotes qui veulent le développement de leur pays. Est-ce qu'on peut les taxer d'aigreur? Vous, Monsieur Palmer, quand vous voyez l'état de décrépitude du Cameroun, vous pensez que qui serait aigri de quoi? Quand les Camerounais eux-mêmes voient l'état voient le pays dans cet état-là, vous pensez que ceux qui dénoncent là sont aigris? Ils vivent en Occident et vous voyez toutes les commodités qu'il y a ici. Vous pensez que quelqu'un qui vit ici pourrait envier ce qui se passe là-bas? Non. L'aigreur est plutôt je pense que l'aigreur est plutôt dans l'autre sens. Quand vous voyez les Camerounais eux-mêmes voient ça, voient le pays là, est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on pourrait envier? Non. Et quand on dénonce, c'est pour que les choses changent, que ça évolue, que les mentalités évoluent, mais pas pour que les uns et les autres se liguent pour dire que celui qui dénonce, c'est celui qui fait mal. Et justement, vous faites bien de faire un clin d'œil à ces personnalités médiatiques de la blogosphère qui se sont illustrées depuis de nombreuses années. Hein. Ça citait très bien l'exemple que vous avez cité, celui de Patrice Nouma, qui fait partie des historiques, si on peut dire ça comme ça, de la dénonciation camerounaise. Il y en a un autre. On reste sur la question des réactions dans les réseaux sociaux cette semaine. Je vous posais la question précédemment. Est-ce qu'il y a des cas dans ces réactions qui vous ont particulièrement ému, auxquels vous avez envie de répondre? Déjà, je voudrais commencer par une dénonciation faite concernant un certain blogueur, notamment Monsieur Boris Berthold, qui fait feu de tout bois pour dire un certain nombre de choses. Et Monsieur Palmer, ça me permet d'embrayer sur une publication que j'ai vue il y a quelques jours où Monsieur Boris Berthold a fait savoir que le colonel à la retraite Ban Ki-moon m'avait auditionné sur une histoire d'abus et tout ça. Mais je voudrais déjà faire un petit cours à Monsieur Boris Berthold que la sécurité militaire est une division au ministère de la Défense et non une direction.
et que la sécurité militaire, la division de la sécurité militaire est une structure attachée directement auprès du ministre de la Défense. Donc, la sécurité militaire dépend directement du ministre de la Défense. D'un. De deux, à la date évoquée dans le poste de M. Boris Bertol, le colonel Mbankui n'était plus chef de la division de la sécurité militaire. Ah d'accord. Il évoquait quelle date? Je pense novembre 2024, 19 novembre 2024. Le colonel Mbankui était déjà admis à la retraite depuis le 3 avril 2024. D'accord. Donc il a fait une publication sur vous cette semaine, Oui. disant que vous avez été entendu par le colonel Bankui Oui. au sujet d'une affaire de viol. Oui. Mais à cette date-là, vous dites que le colonel Bankui n'était plus membre des forces armées camerounaises. Il n'était plus là. Il a été remplacé par le colonel Melingui Kolo Pacifique. Je pense que ce Boris Bertol est perdu. Mais bon, je voudrais encore lui rafraîchir la mémoire, M. Boris Bertol. Ce Boris Bertol... Avec le carnet? Oui, bien sûr, M. Palmer, bien sûr. Bien sûr. M. Boris Bertol, vous savez, faites attention. Alors, M. Boris Bertol, pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais que vous travaillez pour le ministre Tabal Mala? Vous êtes son franc-tireur. La dernière fois, je vous ai dit que M. Boris Bertol a pris environ 1 milliard de francs CFA chez M. Eran Mouas, chez M. Cyrus Ngor, directeur général du port autonome de Douala. Mais là aussi, je voudrais dire aux Camerounais aujourd'hui que M. Boris Bertol est un employé du ministre Talba Mala. C'est-à-dire quoi? Il émarge régulièrement? Il a un matricule? Bien sûr. Bien sûr. Il émarge directement au cabinet du ministre des marchés publics par la voix de son secrétaire particulier. C'est-à-dire c'est un employé fictif, hein, comme ça là. Il n'est pas dans les registres du ministère. Par la voix du secrétaire particulier du ministre, M. Kamsoulou Madi. Et pour quel service en contrepartie? Mais pour le silence, vis-à-vis de tout ce qui pourrait concerner M. Talba Mala, M. Boris Bertol a été rémunéré depuis 2019 à ses jours à 2 millions de francs par mois. Francs CFA par mois. Donc chaque fin de mois, il Oui. touche 3 000 euros. Environ. Oui. Venant du ministère des marchés publics du Cameroun. Tout à fait. Et des mains de son secrétaire particulier, M. Kamsoulou Madi. Et d'ailleurs, cet argent, je connais la traçabilité de ces envois parce que cet envoi est envoyé à Paris, chez Charles, à Barbès. Les Camerounais qui sont à Paris connaissent Charles au niveau de Barbès qui fait du change, qui a le bureau de change à Barbès. Et M. Boris Bertol a l'habitude de prendre cet argent à Château-Rouge. M. Boris Bertol a reçu également d'importantes sommes d'argent venant toujours de M. Talba Mala. Et là, lorsqu'il faut faire des publications visant des personnalités de l'extrême nord Cameroun, M. Boris Bertol reçoit 10 millions de francs. Donc lorsque vous voyez Boris Bertol tirer sur une personnalité de l'extrême nord, quelle qu'en soit la personnalité, il a déjà empoché 10 millions de francs CFA. D'accord, c'est ça le deal. C'est ça le deal. Donc voici la réalité. Voici la réalité. Et M. Boris Bertol n'est pas le seul. J'ai dit que je ne veux pas encore entrer dans la page des blogueurs et influenceurs des réseaux sociaux. Non, je n'ai pas encore envie. Mais je voudrais simplement lui répondre. Et je lui dis vraiment, M. Boris Bertol, fermez votre page Facebook et allez faire autre chose. Allez travailler normalement comme tout le monde. Allez travailler, laissez ça. Et puis, M. Boris Bertol, M. Palmer, vous savez, il n'est pas différent d'une péripatéticienne. Ça peut abuser. Ah non, M. Boris Bertol n'est pas différent d'une péripatéticienne. Vous savez, pour vos téléspectateurs, peut-être que ce terme est un peu soutenu. En la réalité, il n'est pas différent d'une prestataire de service charnel. À l'exemple de ce qu'on voit ici à Paris, au bois de Boulogne ou à Douala, à la rue de la Joie. C'est au plus offrant. Ouais, au plus offrant. Voilà, et puis, en plus de cela, il est un mercenaire. Voilà, il prend de l'argent chez monsieur Eran Mouas, il prend de l'argent chez le directeur général du port autonome de Douala, il prend de l'argent chez monsieur Talba Mala, il prend de l'argent depuis des années chez monsieur Moutazé. Ah, monsieur Motazé aussi. Bien sûr. Le ministre des Finances, pour nos téléspectateurs qui connaissent pas spécialement le Cameroun. Voilà, et donc vous voyez, et puis c'est des camps antagonistes. Donc je voudrais dire à monsieur Moutazé, vous voyez donc pourquoi est-ce que vous êtes souvent cerné parce que l'information que M. Boris Bertol a de vous, il la vend de l'autre côté, ainsi de suite. Donc, c'est un petit mercenaire. Et je voudrais rappeler à M. Boris Bertol que les mercenaires finissent souvent très mal. C'est le conseil que je pourrais lui donner, d'aller travailler comme tout le monde et de laisser cette affaire des réseaux sociaux qu'il laisse et qu'il aille travailler. M. Dieudonné Mvin
fait savoir que la télévision Info TV n'est pas la propriété de monsieur Ngongo et de monsieur Bagamboa. Quand j'ai fini de tisser cette toile pour la compréhension de vos téléspectateurs et de tous les Camerounais, qu'est-ce qu'on en déduit? Tous sont des affidés. Ils sont copains comme cochons. Tout à fait. Tous sont des affidés de monsieur Ngongo. Et on sait ce qu'on appelle prête-nom. Donc que monsieur Dieudonné Mveng ne me prenne pas pour un enfant et ne prenne pas les Camerounais pour des enfants. Non. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des enfants, des gens que vous pouvez manipuler à votre guise. Et puis, tous ces gens aujourd'hui ont bien compris que la manipulation de masse passe par les organes de presse et les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils ont compris et c'est pour ça que vous pouvez donc voir dans la blogosphère et la médiasphère camerounaise la multiplication d'organes de presse qui sont là, chacun en ce qui le concerne pour la défense de telle ou de telle personnalité. Donc en clair, dans le tour de table de tous ces pléthores de médias, il y a toujours une main cachée de personnalités camerounaises. Bien sûr, monsieur Palmer, bien sûr. Alors, sauter ce sujet, on va parler d'autre chose. On reste quand même dans la blogosphère, pour reprendre votre expression. On a vu que ça continuait à défoyer cette semaine. Ce qui nous éloigne un tout petit peu du sujet de l'émission, qui était les mémoires du capitaine Ifoudou. Mais il faudrait peut-être tenir compte de ceux qui regardent ces mémoires, des réactions qui peuvent survenir à la suite de vos déclarations. On a vu cette semaine que c'était très animé, toujours sur les réseaux sociaux, avec des attaques de plus en plus virulentes. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont retenu votre attention et qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Monsieur Palmer, j'ai dit à vos téléspectateurs camerounais que lorsque quelqu'un va se présenter pour dénoncer un ensemble de problèmes sociaux, il y a des gens qui seront toujours là pour venir dénigrer, pour venir discréditer. Et ils en ont la preuve à neuf aujourd'hui. Vous avez vu depuis que j'ai effectué ces sorties, et je voudrais le rappeler en mon âme et conscience, monsieur Palmer. J'ai effectué ces sorties en mon âme et conscience. J'ai dit que je ne suis pas instrumentalisable. Je ne suis pas manipulable. C'est en mon âme et conscience que j'ai décidé de prendre la parole. Prendre la parole pour rétablir mon honneur et ma dignité. Prendre la parole, non seulement pour moi, mais pour tous les Camerounais qui n'ont pas voix au chapitre. Et avant de revenir à votre question, cela me permet d'abord d'embrayer sur des considérations que j'entends ci et là, de dire que oui, et ça, parfois de certains parents, de certains aînés, qui, sur des plateaux de télévision, disent que, oui, le capitaine Ifoudou était dans la mangeoire, c'est parce qu'il a été déchu qu'il prend la parole. Non. Qu'est-ce qu'ils appellent mangeoire, monsieur Palmer? J'ai été dans le cadre de notre corporation, les forces de défense. J'ai été contractuel. C'est-à-dire, entre guillemets, fonctionnaire, pour parler de manière triviale, fonctionnaire. Et donc, le fonctionnaire travaille pour l'État et pas pour des individus. J'ai travaillé au compte de l'État du Cameroun. Et même en ce qui concerne le règlement ou alors tout ce qui constitue le statut général des militaires et tout ce qui va avec, nous sommes pour la protection, la défense des institutions de la République, de l'État et de ceux qui les incarnent, notamment le président de la République qui est une institution. C'est de ça dont il est question. Donc il n'est pas question de mangeoire. J'ai travaillé au compte de l'État. Donc vous allez dire que le Cameroun, qui a plus de 300 000 à peu près fonctionnaires, d'agents de l'État, donc tous ces gens sont dans une mangeoire. Est-ce que le Cameroun se résume à un gâteau, à une pastèque, où chacun va venir découper et prendre un morceau? Non, il ne s'agit pas d'une mangeoire. Le Cameroun n'est pas un butin à se partager, bien que certains se partagent quelques petites prébendes. Mais en ce qui nous concerne, non, le Cameroun est un bien commun et il n'est pas question de mangeoire. Et ce n'est pas parce que j'ai eu cette situation que je dénonce, non. Monsieur Palmer, ce que je dénonce aujourd'hui, j'ai commencé à le dénoncer en interne. J'étais encore en fonction. Je vous ai cité ici un certain nombre de cas qui ont même été résolus. Certains disent même que c'est pas extraordinaire, donc ça veut dire que si le capitaine est réhabilité, il va arrêter. Non. J'ai commencé à dénoncer étant en fonction. Et je vais, pour vos téléspectateurs, vous faire une révélation, par exemple.
dans le cadre d'un certain nombre de difficultés que certains responsables administratifs et politiques ont rencontrées, notamment les fameuses très hautes instructions, nous avons été les auteurs d'une note à l'attention du chef de l'État, lui présentant la situation. Quelle situation? Le fait que cette affaire de très hautes instructions passe mal au sein de l'administration. Et vous avez vu que depuis un certain moment, cette histoire de très hautes instructions a pris un coup de frein. On a vu Madame Harris Mandop faire une sortie cette semaine pour corroborer le propos que vous avez tenu de la femme harcelée. Vous aviez à l'époque tué son nom, vous avez préservé son anonymat, mais elle a fait une sortie pour conforter et vous apporter du soutien la semaine dernière. Tout à fait, Monsieur Palmer. Et donc, vous voyez que c'est pas la seule. Il y a d'autres cas que je ne voudrais pas forcément évoquer ici, mais nous avons fait un certain nombre de choses en interne pour pouvoir dénoncer et que certains abus puissent prendre fin. On vous fait ce reproche, hein, souvent je l'ai entendu, la précocité de votre parcours, trouvant que pour votre âge, c'était peut-être un trop grand privilège d'occuper c'est la fonction de chef de renseignement du président de la République. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? L'âge limite au minimum pour entrer dans l'armée, c'est 18 ans. Donc à 18 ans, en entrant dans l'armée, dans le cadre de la formation à l'EMIA, c'est 3 ans. Donc on en sort sensiblement à 21 ans. Donc à 21 ans, Monsieur Palmer, on peut vous envoyer sur un théâtre d'opération et vous pouvez en mourir. Comme de jeunes cadets que j'ai eus, à peine sortis de l'école, qui sont allés qui ont été déployés sur des théâtres d'opération, qui sont morts pour la patrie. Et donc, des gens qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'à 29 ans, moi, j'ai pu occuper ce type de fonction, je voudrais qu'ils se rappellent que dans ce pays, au Cameroun, on a eu un chef de l'État, le président Ahmadou Ahidjo, premier ministre, à l'âge de 34 ans. Le président Paul Biya lui-même est arrivé à la présidence de la République en tant que chargé de mission. Il avait 29 ans, exactement le même âge auquel je suis arrivé à cette fonction à la présidence de la République. Il a été ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Il en avait 34, 35 ans. Donc, que les gens n'oublient pas que il y a eu des dévanciers. Nous avons eu des devanciers plus jeunes à des postes encore plus élevés. Alors,